Après votre bac, Ouais. bac et sort, vous avez pris une décision. Oui. Laquelle? Ce qu'on voulait, c'était de faire des choses. Moi, je voulais voyager aussi. Je me disais, si on se marie, c'est parce qu'on va voyager. C'est une des conditions. J'en mettais pas beaucoup, mais je mettais celle-là. Puis, c'est comme ça qu'on est parti pour l'Afrique. Mais on pouvait partir n'importe où. On voulait s'en aller, soit sur la Côte-Nord. On voulait travailler d'abord, faire quelque chose ensemble, mais gagner notre vie. Alors, ça a été l'Afrique. Et André avait fait des recherches, puis c'est ça, on est parti là. Et c'était vraiment de dire, là, on fait des choses pour nous, on part ensemble. Et c'était comme pour le mariage, tu sais, c'était, on décide, c'est nos affaires à nous, on se marie civilement. On ne veut pas que les autres s'interposent dans notre vie. Puis, on voulait aussi quitter le clan, qui était très aimant, là, tout ça, mais je ne sais pas si on avait un petit peu peur qu'il nous influence ou je ne sais pas trop quoi. On avait ce besoin-là d'être tous les deux et de faire ce qu'on voulait, nous, et pas avoir l'influence de personne d'autre. Alors, on s'est ramassé assez loin. Pour ne pas avoir d'influence, c'était en Afrique. En pleine brousse africaine, au cœur d'un village perdu dans une brousse africaine, Congolo, dans la province du Katanga, qui s'appelle le Chaba, je pense maintenant, en République démocratique du Congo. Mais je pense que la motivation première, c'était, on ne partait pas par peur d'eux autant que par aspiration à vivre notre vie, à faire que notre vie soit une aventure dont on serait fier. On est parti un peu avec cette intuition-là, cette aspiration-là. Et puis, ma mère a trouvé ça difficile parce que, comme j'étais le plus vieux sur place, elle s'attendait à ce que je reste à la maison, puis que, tu sais, mais c'est vrai qu'elle avait un deuil à vivre et tout, mais elle avait ma petite sœur avec elle, puis moi, je me disais, moi, j'ai ma vie à entreprendre aussi. Puis je ne sais pas ce que sera ma vie, mais j'avais l'impression que j'entendais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, pars, quitte la maison familiale, puis va-t'en vers ce pays que je t'indiquerai, que je ne connaissais pas. C'était une intuition. Et c'est comme ça qu'on est parti vers l'Afrique pour faire 2 ans de coopération internationale, c'était quasiment du travail humanitaire. Mais l'ambiance d'une classe en Afrique, c'est quelle ambiance qui existe? Dans une classe, tout des Noirs, là. Ah, c'est rien que des Noirs. Avec des noms aussi qui ne sont pas tout le temps si faciles que ça à retenir. Ouais. Là, mais on était jeunes aussi, hein, et comme on ne s'attendait pas à... On ne s'était pas fait d'idée d'avance. On arrivait là, puis on va vivre ce qu'il y a à vivre. Fait que dans les classes, c'était un peu la même chose. On ne savait pas tout le temps, on n'était pas les meilleurs profs du monde, là, mais on apprenait en même temps qu'est-ce que c'est l'enseignement, puis c'était nos premières expériences d'enseignement. C'était en français, là? C'était en français, oui. Okay. Non, les Africains s'expriment très bien en français aussi, là. Mais je pense malgré le fait qu'on n'était pas des diplômés en enseignement à ce moment-là, on avait quand même une scolarité énormément plus élevée que ce qu'il pouvait y avoir là. Et en plus, moi en tout cas, j'avais fait mon latin, mon grec, l'anglais, le français, j'étais top là-dedans. Fait que j'étais capable d'enseigner des choses. Puis vous êtes revenu? Non, on n'est pas revenu immédiatement. On a fait une année au Congo. Et là, les troupes militaires ont éclaté. Là, les gars du régiment militaire arrivaient à l'école. Ils suspendaient les cours, ils nous obligeaient à sortir. Nous, les enseignants, on devait se mettre au garde-à-vous à côté de la porte, puis ils faisaient mettre les élèves en rang, puis ils faisaient répéter des slogans au président de l'époque, c'était Mobutu. Alors, le président Mobutu, puis là, il fallait mettre le poing là. Mobutu, yeah, yeah! Tu sais, c'était de l'endoctrinement, là. Et comme 10 ans auparavant, les 25 Blancs qui avaient été là avaient été massacrés et jetés au fleuve. Le gouvernement canadien, quand il a vu que les troupes militaires recommençaient, ils nous ont dit, garde, si vous voulez rester là, vous pouvez, mais c'est à vos risques et périls, on ne s'occupe plus de vous autres. On vous conseille plutôt de rentrer au pays ou de choisir un autre pays africain, on va essayer de vous relocaliser.
Nous, il n'était pas question qu'on revienne au pays après un an. Ça aurait été comme un sentiment d'échec. On est parti pour 2 ans. On va faire 2 ans. Et on n'était pas prêts non plus parce qu'on aimait être en Afrique. Oui, on aimait. Puis, écoute, on était bien adaptés. Là. Moi, j'ai aimé, par exemple, durant cette année-là, à Congolo, là, on avait le mercredi avant midi, on n'avait pas de cours. On n'enseignait pas. C'était une période de travaux pratiques. Alors, tous nos élèves venaient. Comme on manquait de classe parce qu'il y avait plus d'élèves que ce que l'école pouvait accueillir, il fallait en même temps mettre l'épaule à la roue et transporter des pierres pour bâtir l'école. Moi, je bâtissais l'école avec les enfants, tu sais, puis je me souviens même avoir chauffé le camion de la concession à un moment donné pour pouvoir amener le chargement de pierres à l'école. Alors, on était très engagés là-bas. Mais on a décidé de ne pas rester là à nos risques et périls parce que, écoute, c'était dangereux, là. Et puis, on a opté pour 2 autres pays. On a suggéré d'aller à Madagascar ou en Côte d'Ivoire. On était acceptés pour la Côte d'Ivoire. Fait qu'on est allé là. On a passé notre 2e année là avant de revenir au Québec. Et à la toute fin, André a eu une grossesse cette année-là et on a accouché de notre premier enfant, Alexandre. Ouais. Et ça fait de ça 51 ans. Ça fait 51 ans au mois de mai. Tu as accouché à l'hôpital? C'était une clinique française à la capitale. Okay. Puis là, vous êtes revenu? Puis après ça, on est revenu parce que moi, avec un bébé, là, je ne savais pas quoi faire. Ouais. Fait que je me disais, celle qui va me conseiller, parce qu'en Afrique, on avait des Français, des Belges, des Libanais, toutes sortes de nationalités. Fais ci, moi, je ferais ça. Là, j'ai dit, celle qui va me conseiller, c'est ma mère. Fait que après 6 semaines, une fois que les oreilles du petit pouvaient aller dans les hauteurs, on est arrivé, on est revenu au Québec. Puis vous avez fait quoi après, au Québec? Ah ben là, on est arrivé en vacances. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas venu. Et on est arrivé, on débarque. D'abord, on a fait une traversée directe entre la Sierra Leone, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Sierra Leone, puis New York. Quand tu arrives à New York, ça fait 2 ans que tu n'es pas dans un monde occidental. Le contraste est différent pas mal. Et de New York, on avait raté le premier avion. On a pris le suivant pour se rendre à Dorval. On arrive à Dorval, mais on arrive avec un panier d'osier dans les mains. Et là, personne ne sait qu'on a eu une grossesse parce que tu ne téléphones pas, il n'y a pas de téléphone. Tu envoies une lettre, ça prend 3 mois avant qu'elle arrive. À l'époque, si elle arrive, ça vient quasiment en pirogue, la lettre, tu sais. Alors, on a fini par dire, on ne le dira pas, ils verront bien quand on arrivera, quand on arrive à 3 et non à 2. Et quand on est arrivé, ils nous attendaient, nos 2 familles étaient là. Puis, livre là! Et puis là, ben, quand ils nous ont vus avec le panier, mais qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Attention, c'est le pépé, tu sais. Alors voilà, on est revenu, c'était les vacances, et puis on a dit, ça nous prend un projet de vie. On n'avait pas encore de projet de vie. Alors, on a dit, bon, regarde, on a connu des gens, là, pendant qu'on était en Afrique. Il y en avait un, entre autres, qui était enseignant à l'université de Sherbrooke. On est allé, puis au cours de l'été, puis on s'est inscrit à l'université de Sherbrooke. Je me suis inscrit en administration. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on a vécu à peu près 2 ans, 1 an et demi. Mais durant la première année, moi, écoute, les étudiants adultes avec un enfant qui vont à l'université, à l'époque, il n'y avait pas d'aide financière comme à cette heure. Là. Fait que moi, là, j'étais tanné d'être pauvre de même. Là. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, et je vais être obligé de revenir un petit peu en Afrique tantôt pour te dire, pendant que j'étais dans ma 2e année en Afrique à Gagnoa, on s'est présenté dans une soirée de financement de l'Aéroclub. Et j'ai gagné le premier prix. Puis devine, c'était quoi le premier prix? C'était un cours de pilotage. Fait que j'ai fait mon cours de pilotage privé avion de la République française en Côte d'Ivoire. Et donc, quand je vais revenir au Québec, je vais continuer de me qualifier pour avoir ma licence canadienne. Et à un moment donné, je me dis, mais là, je suis un peu tanné, moi, d'être dans la pauvreté là, avec mon fils, puis tout ça, puis ma blonde. Fait que j'ai appliqué pour entrer dans l'aviation royale canadienne et j'ai passé tous les tests et j'ai été accepté. Et donc là, je vais faire une expérience militaire de 2 ans. Donc, je n'ai pas fini mes études en administration à Sherbrooke, mais André, elle,
a continué ses études pour le bac en enseignement au préscolaire primaire. Oui. Puis là, je vais te dire que j'étais sérieuse. Il n'était pas question que je perde mon temps. Fait que j'ai fait le bac en 1 an et demi. Il faut dire que j'avais aussi quelques crédits parce que j'avais enseigné, puis j'avais fait un bac SR. Mais là, je l'ai fait de façon intensive. Il n'était pas question que je perde mon temps là. Fait que, parce qu'on avait le petit aussi, on le faisait garder, André le gardait, sa mère est venue le garder, je l'ai envoyé à Joliette de temps en temps chez la mienne, ma mère, de sorte que j'ai terminé ce bac-là en 1 an et demi et j'étais très contente et ça arrivait que là, on pouvait partir dans l'Ouest parce qu'André était là dans l'armée. Je suis rentré à l'hiver 75 dans l'aviation. J'ai d'abord dû me qualifier comme officier. Donc, j'ai fait mon cours d'officier en Colombie-Britannique. J'ai été 3-4 mois là, en formation. Et ensuite, j'ai été posté dans une escadrille d'hélicoptères à Edmonton. J'ai passé plusieurs mois là, et j'avais, à ce moment-là, André finissant son cours, j'étais allé la chercher. Et on a déménagé avec nos moyens là, à Edmonton. J'avais trouvé un loyer, un sous-sol. Oui. Et finalement, après avoir fait mon escadrille d'hélicoptère, ce qu'on appelait à l'époque un on-the-job training, là, j'ai été envoyé à l'école de pilotage de Portage de la Prairie en banlieue de Winnipeg, au Manitoba. Et puis, j'ai fait ma première école de pilotage, là. Et j'ai gradué quelque part au temps des fêtes, là, quelque chose de même. Et ensuite, là, j'ai été envoyé à ma deuxième école de pilotage sur les jets, les tutors, ceux que tu vois dans les shows acrobatiques là, de l'équipe des Snowbirds, là, tu sais. Alors, c'était le même avion. C'était l'avion de formation de l'époque, là, tu sais. Je dois dire une chose, c'est que j'ai pas complété toute la formation sur les jets. Fait que j'ai quitté. J'ai quitté, puis... et assez curieusement, en quittant, on est parti, on a eu le bébé, on s'est envenu au Québec, et on est arrêté juste quelques jours chez ses parents, puis on est venu voir nos amis qu'on avait connus en Afrique qui habitaient à Lac-au-Saumon. On ne connaissait pas la Matapédia, mais on est venu voir nos amis, puis on s'est dit, c'est pas grave, on n'a pas beaucoup d'argent devant nous, mais on a notre chômage, on a quand même, on n'a pas de dette, là, tu sais, puis on a un petit peu d'argent d'accumuler, fait qu'on va prendre jusqu'aux fêtes, s'il faut, pour voyager. On va faire la péninsule gaspésienne et tout. Fait qu'on arrive ici, puis au bout de 4 jours, il y a des postes d'enseignants en anglais qui rouvrent, puis il manque d'enseignants. Et donc, moi, je m'en allais à l'épicerie pour acheter des... Quand j'entends ça à la radio, je me présente à la commission scolaire pour m'informer. Je sors de là, j'avais un contrat. Mais André ne le savait pas encore, là, je suis allé la voir. J'ai dit, je me suis trouvé une job. Fait que, on se disait, bon, OK, on va faire 1 an ici. Alors, de fil en aiguille, tu vois, l'Afrique, l'armée m'amènent dans la Matapédia. Et les amis qui nous ont accueillis à ce moment-là sont partis depuis belle lurette, mais nous autres, ça fait 48 ans qu'on est ici, à peu près, là. Et puis là, on a connu toutes sortes d'expériences ici. On a vécu une première année ici comme enseignant, mais sans sécurité d'emploi. Et là, ça, à un moment donné, moi, ça me tracassait pas mal parce que je suis pas le genre à rester sans filet, tu sais. Fait que j'ai fait une recherche. Avec André, on a appliqué pour aller dans le Grand Nord et on va passer 2 années. Dans le Grand Nord? Dans le Grand Nord, à Kangirsoujuark. Pour enseigner, là? C'est pour enseigner, mais j'étais responsable d'école aussi. Okay. J'étais comme cadre enseignant. Et puis, c'est ça, on avait une école française et une école anglaise. Pas beaucoup d'élèves dans chacune, mais... et ça, c'est au Nunavik. C'est au Nunavik, dans la baie d'Ongava. Il faut dire que notre goût de voyage n'était pas encore tout à fait terminé. Fait que rester à attendre, c'est dans la vallée pour dire, bien, on va attendre, il va peut-être s'ouvrir des postes. Nous, on a dit, bien, on tente une autre expérience. Avec les 2 jeunes, on part dans le Nord. Puis le plus jeune, Salomon, avait juste 1 an quand on est monté au Nord. Il était encore avec les couches. Puis, fait que c'est comme ça qu'on a fait les 2 ans dans le Nord, dans le Grand Nord. Il faut dire aussi qu'à l'époque,
la Matapédia, là, c'était pas une destination professionnelle. Là, c'était... Beaucoup de gens partaient d'ici pour aller travailler à l'extérieur, sur la Côte-Nord ou ailleurs. Fait que, En quelle année, ça? en 1976, Ouais. 77, là. Puis on a fait 2 ans, là. Puis quand on va revenir en 79, il fallait donc que je travaille. J'avais réussi à me trouver un travail à la commission scolaire, sans sécurité d'emploi, comme professionnel dans le programme d'animation Passe-Partout. Et c'est curieux, tu vas voir, mais moi, j'ai adoré ça. J'ai fait 7-8 ans dans l'animation Passe-Partout. J'ai connu toutes les familles de la vallée à travers ça. Puis je me suis assis avec je ne sais pas combien de petits bouts de choux de 4 ans à chanter des chansons de Passe-Partout. J'avais mon costume de Passe-Montagne. Et puis, je pense que j'étais apprécié. Moi, je l'appréciais, en tout cas. Et j'ai travaillé dans le secteur dans tous les secteurs. Là, t'enseignais, toi. Et moi, j'ai commencé à enseigner. J'enseignais. 6e année, cause abscale. Ah oui, ça, Saint-Rouvert. j'ai fait ça pendant une demi-année. Puis, je n'étais pas pressée d'enseigner parce que j'avais Salomon, qui était le plus jeune, qui avait juste 1 an. Puis moi, je n'étais pas prête à les laisser garder par n'importe qui, surtout qu'on connaissait personne. Tu sais, c'était pas, était des c'était pas ma mère qui était pour les garder ou une de mes sœurs. Alors, il fallait que j'ai des conditions quand même favorables pour laisser garder les enfants, parce que là, je commençais à être mère louve pas mal. Je voulais pas les laisser. André ne voulait pas rentrer sur le marché du travail en 76 parce qu'elle avait un jeune enfant aux couches, puis l'autre aussi. Puis, il est arrivé un problème à l'école de cause abscale où on a perdu l'enseignante de 6e année, et là, c'était une crise à cause abscale. Les enseignants, pas les enseignants, les parents de ces élèves-là ont demandé qu'un nouvel enseignant rentre. Et André Tanguay nous avait demandé à la réunion du prof, André Tanguay, le directeur, nous avait dit « Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait venir enseigner? Parce que là, on va trouver de prendre une bonne maman. » Mais ce pas toutes les bonnes mamans qui sont capables, aptes, et prêtes de même à relever le défi. Fait que moi, j'ai à la blague, je dis « J'en connais une. » Et elle a un bac en enseignement. À l'époque, là, un bac en enseignement... Très rare. Ben, c'était rare, puis en plus, elle avait fait ça dans le régime coopératif de l'Université de Sherbrooke. Fait qu'elle était top-notch, là, tu sais. Mais la plupart des enseignantes ou des enseignants avaient des brevets C, des brevets B ou des brevets A, tu sais. Mais des bacs en enseignement, c'était bien rare. Et là, ben, il dit « Ah oui, c'est qui ça? » Ben, j'ai dit « C'est ma blonde, mais j'ai dit « Garde, là, je te dis ça de même. » Il dit « Peux-tu y en parler? » J'ai dit « Non, moi, j'y en parle pas. Tu l'appelleras à l'heure du souper. » Puis moi, je dis « Quand tu appelleras, je vais y passer le téléphone parce que bon. » Et OK. Et là, il l'a appelé, puis je lui ai dit « Ça va avoir des résistances. » Et effectivement, il y avait des résistances, mais André, il savait que la résistance était au niveau de la garderie. Fait qu'il dit « Moi, je t'ai trouvé un système un service de garde par telle personne. » Et c'est comme ça qu'André a relevé le défi. Okay. En plein mois de janvier jusqu'à la fin de l'année pour graduer ses élèves, et ça a été un charme. Donc, on était tous les deux un peu du même tissu. On était des releveurs de défis, tu sais. Puis toi, André, tu as produit beaucoup de grandes choses dans la vallée. Bon. Laisse-moi finir. Le CEREC, le Cégep. Ils peuvent mettre ton nom dessus. Non, mais c'est vrai. Comment ça a commencé de faire du cégep? Il y a tellement de choses à dire, René, mais il n'y a absolument rien de ce que j'ai fait dans ces dossiers-là qui s'est fait seul. Non, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. OK, je dois le dire. Non, mais tu étais un leader là-dedans. Bien, moi, j'étais un professionnel de commission scolaire, comme nous a dit tantôt François. J'étais très fier d'être parvenu à... J'ai passé comme professionnel à l'éducation des adultes plusieurs années. J'ai été au service éducatif, oui, j'ai fait ma maîtrise en plus à ce moment-là, à temps partiel, pendant 5 ans, à l'UQAR. Et puis, à un moment donné, est arrivé le projet et la commission scolaire souhaitait mettre en place un projet expérimental collégial dans la vallée. Je dis bien un projet expérimental parce que ça n'a pas été donné de même, tu sais. Ça fait que le CEMEC, c'était un projet expérimental. J'avais 3 ans pour obtenir la permanence du projet. Mais là, il avait mis des conditions. Il n'y a aucun centre d'études collégiales à ce moment-là qui avait été autorisé sous forme expérimentale avec des conditions aussi sévères.
il fallait que je recrute 150 étudiants qui proviennent de la Matapédia à temps plein, et puis d'ici 3 ans. OK? Alors, quand on a ouvert, on a eu 115 étudiants, c'était l'année 2, l'année 1. Et là, on offrait 2 programmes, sciences humaines, sciences de la nature, et ensuite, on a intégré technique administrative. La 2e année est arrivée, notre clientèle a doublé, ou à peu près. Et après ça, on est allé chercher une autorisation très spéciale. Pouvoir offrir dans la Matapédia un programme de technique de transformation des produits forestiers. Il n'y aurait que 4 endroits que le ministère permettrait que ça se fasse au Québec. Il y avait l'université, pas l'université, le collège de Sainte-Foy, pardon, et il y avait nous, puis il y en aurait 2 autres. Alors, on a été le 2e à être accepté. Et puis, en plus, en s'appropriant le programme, en le formatant à notre main avec une équipe d'ingénieurs qu'on avait engagée, développer un programme de même, ça coûte cher. C'est pas le ministère qui t'envoie un programme. Là. Oui, tu envoies des directives, mais après ça, il faut que tu l'étoffes. Là. Bien là, on a investi pour lui donner une structure particulière pour la vallée. Puis en plus, on a formé le collège de Mont-Laurier, qui était le numéro 3 à être accepté, et le collège de Jonquière. Donc, on était les formateurs de d'autres collèges là-dedans. Et à ma 2e année, j'ai écrit à la ministre de l'Éducation, qui était Mme Pauline Marois, qui allait devenir ensuite première ministre plus tard, pour qu'elle nous octroie le statut d'établissement permanent. Parce que moi, je vais te dire, là, j'étais directeur d'une bébelle qui était expérimentale, qui était à moitié Rimouski, à moitié Matane. Puis, en même temps, il y avait là-dedans aussi, on sentait chez certains gestionnaires, peut-être, un désir de prédation si ça ne marchait pas. Il y avait bien des trucs à... Si ça ne marchait pas, ça aurait pu faire l'affaire de certaines personnes. T'sais. Fait que je l'ai obtenu. Pauline Marois m'a écrit une lettre et j'ai gardé cette lettre-là comme quoi qu'elle nous octroyait le statut permanent. Et à partir de ce moment-là, là, j'ai pu commencer à dormir un petit peu plus en paix comme pilote d'organisation. Je l'avais pérennisé. J'étais rendu au programme de technique de transformation des produits forestiers. À un moment donné, on s'est dit, là, ça ne marche pas notre affaire. Il faut qu'on soit capable de placer nos techniciens dans des entreprises. Et nos entreprises aussi souffrent d'un problème, c'est qu'elles sont en première transformation. Tu sais, là, couper des arbres, il y a bien du monde qui sont capables de faire ça. Les découper en 2x4 en planche, il y a bien des régions qui sont capables de faire ça. Mais donner une valeur ajoutée à ces choses-là, une 2e, une 3e transformation, ça, c'est autre chose. Fait qu'il faudrait qu'on se crée un laboratoire. Puis en plus, il y avait Panval, là, tu sais, à Sébec, qui souhaitait qu'on les accompagne dans des projets de recherche. Mais on n'avait pas les outils qu'il fallait là, dans le collège. On a créé une charte, on a créé... ce qu'on a appelé le Service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers, SEREX. Et puis là, ben, on ne pouvait pas avoir ça dans notre CEMEC, parce que le CEMEC était petit, il était surabondant d'étudiants à ce moment-là. Fait qu'on l'a installé dans un premier temps à l'école de foresterie. Et là, on a monté le dossier pour obtenir un statut qui est le statut de centre collégial de transfert technologique. Avec ça, ça vient une subvention annuelle et tu dois te faire un plan quinquennal, mais le ministère de la Recherche, Sciences et Technologies va toujours te retourner ton enveloppe budgétaire tant que tu justifies, évidemment, par tes activités et tes résultats, cette enveloppe-là. Finalement, on a réussi à avoir le statut de CCTT, mais je dois dire que c'est pas sous ma direction que ça s'est fait, parce que moi, j'étais déjà parti. Alors, on est vraiment juste un maillon dans la chaîne. Moi, j'ai mis la table pour certains qui ont continué puis qui sont allés scorer. Et avant que je parte le CEREX, là, ben, il y a un gars ici dans la vallée de la Matapédia qui est un mordu du développement régional qui s'appelle Laval-Morin. Tout le monde le connaît. Alors, Laval-Morin était inspiré par la philosophie de la Direction générale de l'éducation des adultes à ce moment-là, où on mettait dans les régions des services d'aide aux adultes ou d'éducation des adultes qui permettaient justement de rehausser le niveau d'alphabétisation, le niveau du développement régional en général. Alors, donc, moi, j'ai reçu
un projet expérimental que je pourrais dire de la main de Laval-Morin puis de son conseil des commissaires. Et moi, j'ai remis le mien, mon flambeau, à d'autres qui ont poursuivi, dont André Fournier, entre autres. À vous écouter, vous deux, vous péchez mortellement par humilité. Ah oui. Tant qu'à faire un péché. Par humilité. Alors moi, je vais conclure avec ça. C'est vous autres qui allez conclure. Dans une phrase ou deux. Je vais commencer par André. Qu'est-ce que tu veux, toi, laisser à tes enfants? Tes arrières, tes enfants, ils savent, là. Oui. Puis tes enfants le savent aussi. Mais tes arrières, dans 50 ans, dans 200 ans, ils vont voir ça, là. Ils conservent, là. Ils vont dire, ils ne vous connaissent pas, là. Ils vont dire, ah, ça, c'est notre grand-père, notre arrière-arrière-grand-père. Mon Dieu! Qui avait quelque chose. Il ne peut pas dire le contraire. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? C'est faites ce que vous avez envie de faire. Puis vous allez être bien. Tu sais, on s'inquiète des fois, hein, bon, que je vais aller dans telle direction parce que on fait de l'argent, il y a bien de la demande. Mais si tu aimes ce que tu fais, tu vas réussir et tu vas en avoir des jobs. C'est pas... écoute ce qui vient à l'intérieur. Moi, je pense que c'est ça. Puis aime ce que tu fais. Ouais. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'es pas à bonne place. Aime ce que tu fais, ça va te conduire en quelque part. Moi, je pense que d'avoir créé une relation durable et féconde était un gage de réussite. T'sais, pas une grande réussite financière, c'est pas ça, là, ni de notoriété, on n'en veut pas de ça. On aime notre petite vie simple aussi, puis on aime être un peu à l'écart, puis on aime s'occuper des nôtres. C'est ce que je voudrais leur dire, occupez-vous des vôtres, prenez-en soin, puis prenez soin de vous. C'est parce qu'une vie, on en a juste une. Et tu m'as dit tantôt que c'est une phrase ou deux, fait que j'approche de la deuxième. Là. Je t'avais toi. Tu sais, j'ai vécu une expérience cet été particulière. Je suis allé à la découverte du monde de mon arrière-grand-père que je n'ai jamais connu, qui a vécu sur un lac éloigné, qui a fait sa famille sur une île. L'île s'appelle l'île Valade. Et ça n'a pas été facile à trouver, là. On a pris 1 an, je dirais, là, à chercher où ça pouvait être, ces azimuts-là, là, et on l'a trouvé. Et son île, à lui, moi, elle m'a inspiré. J'ai fait un petit montage là-dessus. Elle m'a inspiré parce que lui, avec la réalité de son époque, a réussi à faire quelque chose qu'aujourd'hui, c'est impensable. Mais les futurs enfants vont arriver et ils vont se dire, mais c'est quoi cette histoire-là qu'ils nous racontent à propos du Sorec, puis du Sémec, puis tu sais, dans le fond, c'est futile tout ça, tu sais, mais c'est mon île à moi. Puis c'est notre île à nous deux, tu sais. Fait que c'est ça. Alléluia. Alléluia. Oui, et je pense que nous allons encore avoir recours au mouchoir de pont. C'est ça que tu voulais, René, La là? psychologie, Tu voulais de l'émotif.